Comment on invente des sources, ou du moins on accède à une originalité de la source, à une nouveauté de la source, surtout qu'il n'y a pas de source orale pour le 19e siècle, Voilà. etc. Alors, Comment tu fais, toi, pour avoir des sources nouvelles? la première chose qu'ont fait tous les historiens, je vais dire histoire populaire, même s'il y a d'autres termes, mais donc l'histoire des dominés, point E, c'est en fait, ça a été le recours aux sources policières et judiciaires. Parce que les sources policières et judiciaires, certes, sont produites par la police et la justice, donc l'institution. Les questions qui sont posées par des agents de cette institution, mais il y a bien un moment où il faut prendre la parole des dominés qu'on interroge soit dans le cadre de procédures où ils sont accusés, soit dans le cadre de procédures où ils sont plaignants. Parce qu'une des agentivités, on y revient, des classes dominées, a été aussi de se saisir de la justice. Et la justice, elle est super intéressante pour ça. Il y a plein de femmes qui ont traîné leur mari en procès, il y a des marins qui ont traîné leur capitaine en procès, enfin voilà, il y a des... On peut... Et cette parole, on la trouve dans les interrogatoires, avec évidemment, c'est là aussi qu'il faut avoir de la méthode. Il y a des biais. Quelqu'un qui est accusé se défend et donc va avoir une parole qui est biaisée par sa volonté de défense. Laquelle est pas, enfin c'est pas, je veux dire quand Louise Michel devant ses juges, elle dit bah oui, j'ai tiré, j'aurais pu mettre le feu. Bon, il se trouve que je l'ai pas fait, mais j'aurais pu. Enfin voilà, allez-y, tuez-moi, jugez-moi, il y a pas de problème. Donc il y en a d'autres, ils peuvent dire non mais moi j'avais de poudre sur les mains, je sais pas, j'ai dû tomber dedans. Bon, donc évidemment il faut faire attention à des sources judiciaires, mais on a trouvé énormément de choses dans les sources judiciaires. Rediker, qui est un extraordinaire historien américain qui a bossé sur les bateaux négriers, sur les matelots dans les bateaux pas que négriers. Enfin, voilà, vraiment, lui aussi, c'est un historien de l'histoire populaire. C'est dans les archives judiciaires qu'il a trouvé des choses. Bon, mais après aussi, on trouve, en allant voir, des sources qui sont considérées comme moins nobles. Donc, on va voir dans les almanachs, on va voir dans les chansons, on va voir... et on trouve. Est-ce que c'est pas plus, entre guillemets, plus dur d'être historien ou historienne aujourd'hui, au moment de l'intersectionnalité, de cette prise en compte-là par l'historiographie, des superpositions? Parce que, effectivement, avoir les dominations par rapport au genre uniquement, c'est déjà quelque chose, mais quand il faut les combiner aussi avec des dominations liées à la race, des dominations liées à la classe, etc., c'est un gros morceau, quoi, de lier tout ça. Est-ce que même un historien ou une historienne a la capacité, ne serait-ce qu'en termes de conditions de travail, d'investissement dans sa recherche, etc., et puis de paradigme aussi, d'arriver vraiment à combiner tout ça et à restituer une superposition qui a pendant longtemps été mise de côté. Donc, est-ce que c'est pas plus dur d'être historien ou historienne aujourd'hui? En fait, il y a la réponse dans ta question, parce que c'est pas plus dur en termes de... Enfin, je veux dire, voilà, parce que on lit et on applique, et à l'inverse, c'est même plus stimulant. Le gros problème, c'est nos conditions de travail. C'est le fait que, voilà, on a de plus en plus de charges administratives, de plus en plus de charges de cours, de plus en plus de charges d'administration de la recherche. Je veux dire, on passe plus de temps à faire des rapports pour demander de l'argent pour faire notre recherche qu'à faire notre recherche. Donc en fait, il est là le problème. Ouais. Il est dans la situation de l'enseignement supérieur et de la recherche, qui n'a fait que s'aggraver avec Vidal, et Dieu sait qu'on l'a dit et que personne ne nous a écoutés, enfin pas grand monde. Et c'est pour ça que c'est dur de faire de la recherche. Ajoute à ça qu'en plus on se fait traiter d'islamo-gauchiste et qu'il y a une image négative des sciences humaines qui excuserait enfin la charge anti-intellectuelle des gouvernements qui se succèdent. Là, on s'en prend plein la gueule. Là, c'est dur. Pour ce qui est de la réflexion intellectuelle, c'est notre boulot de réfléchir. Donc, tu nous rajoutes de la complexité, on est content. Ça fait partie du jeu. C'est même mieux. Lire un truc descriptif et avec qu'une variable, on s'emmerde. C'est comme un matheux. Si tu lui fais 1 + 1, il s'emmerde. Si tu lui mets des trucs un peu compliqués, il s'éclate. Nous, c'est pareil. Plus on nous met des trucs compliqués, plus on s'éclate. Par contre, ce qu'on aimerait, c'est avoir du temps, des postes et de l'argent pour le faire. Voilà. Et ça changerait pas mal la donne, quoi. Toi, t'as senti une rupture par rapport
dans le lien du pouvoir politique avec les chercheurs depuis que tu es enseignante-chercheur? Ah ouais, mais il n'y a pas photo. Tu as senti que ça se durcit, que c'est... Ah bah oui, bah, d'abord j'ai senti, mais enfin, non, ça a été calculé, hein, le pouvoir d'achat des profs, depuis que je suis prof, a chuté de 25%, je l'ai senti, hein, je veux dire, dans ma propre vie, je vois bien ce que je pouvais me payer et que je ne peux plus me payer, enfin, je vois le temps que je n'ai plus, et c'est ça qui, en fait, ce qui me fout en pétard, c'est que j'ai plus le temps de lire, en fait, je passe tellement de temps à faire de l'administratif, du relationnel avec les étudiants, de la correction, du machin, il y a des trucs que j'aime bien, hein, mais je n'ai plus le temps de bouquiner, c'est-à-dire que, alors je vais lire ce dont j'ai besoin absolument pour mon cours, mais voilà, les livres dont tu parlais, sur d'autres choses, je peux plus. Des ouvertures, enfin je veux dire, moi je vois passer un bouquin de sociaux ou d'autres qui m'intéressent, hein, voilà, c'est super, ça reste sur ma table, hein, mais parce que j'ai pas le temps en fait. Mais je vois, enfin je veux dire, quand j'ai commencé à enseigner, les cours, ils devaient commencer mi-octobre, ils s'arrêtaient début mai, voilà, et puis on avait du temps après pour faire notre recherche, pour lire des trucs et tout. Maintenant, faut être rentré le 29 août. Là, je vais partir le 12 juillet parce que j'ai mon dernier jury le 12 juillet. Donc, entre les deux, et puis je termine sur les rotules. Bon, faut dire, le Covid n'a pas aidé, hein. Ça a été atroce. Enfin, c'est pour plein d'autres gens aussi, hein, je veux pas, mais bon. Et j'ai plus le temps parce qu'en gros, j'arrête de travailler. Parce que les gens, ils pensent toujours qu'on est vraiment des espèces de grosses feignasses, on fout rien, on est tout le temps en vacances. Putain, on passe notre temps à bosser en fait. Je pense que les gens ne se rendent pas compte de ce que ça bosse un prof, quoi. C'est vrai que sur ce point-là, il y a une... Mais ouais, et franchement, quand tu as bossé toute la journée, que tu arrêtes, voilà, t'as envoyé le dernier mail à l'étudiant, c'est bon, c'est fait, là. Soyons honnêtes, t'as pas envie de te prendre le dernier bouquin de sociaux ou d'histoire du 20e. Tu prends quoi? Tu prends un polar et puis tu vas te coucher, quoi. Enfin, et moi, ça m'énerve de plus avoir. Ça casse le rythme de la lecture. Mais c'est ça, voilà, on a moins le temps de lire, ça, c'est chiant. Ça, moi, des fois, j'aimerais qu'on puisse avoir un moment, on nous donne 3 mois, mais juste pour lire parce que nous, on a besoin de lire pour progresser. Et si on lit pas, on progresse pas. Enfin, pas. Et ça, c'est bon. Puis par ailleurs, ouais, les conditions de travail. On a de plus en plus d'étudiants dans nos cours, donc ça veut dire de plus en plus de corrections, ça veut dire de moins en moins de rapports individuels. Pour eux, c'est évidemment mauvais aussi. Non, c'est clair. Le distanciel, c'était une horreur. C'était une horreur par rapport au présentiel, il n'y a juste pas photo. Après, on a essayé de faire au mieux. C'était mieux que rien, parce que quand il y a eu le premier confinement, il n'y avait pas d'outils du tout. Donc, en gros, les premiers mois, on envoyait des cours ou des enregistrements audio et on n'avait pas... En gros, jusqu'à ce que la fac nous achète des licences Zoom, hein, soyons clairs. Et là, c'était le pire. Ça, l'abstanciel, on va dire, c'était le pire. Le distanciel, ça permettait de garder un minimum... Mais évidemment très insuffisant et malheureux. Enfin vraiment, je trouvais ça. Enfin surtout qu'en plus les étudiants, et je les comprends, ils restaient derrière des écrans noirs ils avaient 1000 raisons de le faire et en fait être assis à son bureau à parler à des écrans noirs. Alors certains sont marrants, ils mettent des petites images, donc il y avait des chats, des chevaux, enfin bon. Mais c'est atroce et en fait un cours ça se construit en regardant ses étudiants, on voit quand ils accrochent, on développe, quand on voit qu'ils lâchent, ok j'ai pas été clair, on ralentit, on réexplique. Là on sait absolument pas, on n'a aucun retour, hein, c'est horrible. La possibilité de jauger ah ouais non c'est ou pas. Et puis on sait qui décroche, hein, ils nous le disent, hein, et en même temps non mais moi je me suis retrouvée à faire des cours en distanciel, j'avais l'impression d'être une youtubeuse tellement je faisais la pour essayer de les réveiller, mais en même temps voilà, on n'est pas non plus censé faire ça quoi. Non, c'est quelle transformation du métier qui est pas... Ah ouais, et qui est triste. Ouais. Il y a un très très beau documentaire de Montréal, je crois. Alors c'était avant le Covid, hein, ça n'avait rien à voir, mais parce que ça fait longtemps que ceux qui nous dirigent aimeraient bien qu'on passe plus en distanciel, comme ça on enregistrait nos cours et il n'y aurait pas besoin de très pratique le numérique. Et donc
C'est un prof qui arrive dans son université, et il est en short parce que de toute façon il va s'asseoir à un bureau, il va faire un cours, il n'y a personne dans l'amphi. Et arrive une étudiante dans l'amphi. Et donc il commence d'abord comme s'il faisait en distanciel et elle se met à lui poser des questions. Il est content, il répond, il sourit, et il se met à... Et il reprend vie, enfin un peu, tu vois, la plante, tu lui remets de l'eau et il est heureux et tout. Et résultat, lui est heureux, la nana est heureuse, et après il y a plein d'étudiants qui viennent en présentiel. Et c'est évident, enfin, et de fait, c'est ça. Ça doit se passer comme ça. Ça doit se passer comme ça. Non, il faut absolument qu'on retourne en présentiel. Le mieux étant sans max, parce que c'est hyper triste de ne pas voir les visages des étudiants. Et c'était hyper triste de ne pas pouvoir leur sourire, même s'il paraît qu'on sourit avec les yeux. Ouais, non, mais oui, mais c'est Ah ouais, plus mais compliqué de c'est transmettre c'est super dur, ouais.